Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan numéro 1 du mois de décembre. Et oui, je ne suis pas en avance, mais écoutez, Vlogmas, il y a un mois de décembre très chargé, on va rattraper ça, c'est parti, on y va. Je vais vous parler de 6 lectures parce que en fait en décembre j'ai lu 19 livres mais j'ai lu pas mal de graphiques, donc je pense pouvoir réussir à m'en tirer en maximum 3 vidéos. Ça serait pas mal. Donc bref, on va parler de 6 lectures aujourd'hui, les 6 premières lectures du mois puisque je les note dans l'ordre sur mon cahier, donc je vous les redonne dans l'ordre. Première lecture que j'ai finie, je crois que je l'avais commencé en novembre, au mois de décembre, c'était le tome 2 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Je ne vais pas revenir trop longtemps sur Fils des Brumes. Je vais vous faire un résumé, mais je vais pas trop m'étaler parce que c'est un tome 2 et que j'en ai quand même déjà pas trop mal parlé. En gros, Fils des Brumes, c'est un univers de fantasy assez sombre où depuis 1000 ans, un empereur règne et il tombe du ciel des espèces de cendres. On est quand même dans un univers qui est sombre, littéralement sombre, je veux dire. Et donc, on a d'un côté tout ce qui va être les nobles qui ont une vie plutôt confortable, et de l'autre le peuple qui sont tous des esclaves. Donc il n'y a pas tellement d'entre-deux, il n'y a pas tellement de classe du milieu, il y a vraiment les esclaves et les nobles. Il y a quelques ska, donc les esclaves, qui s'en sortent un peu mieux parce qu'ils tiennent des commerces, mais ils restent très peu nombreux. Beaucoup travaillent dans les champs en dehors de la ville, enfin voilà, vous voyez parfaitement de quoi je parle. Ça ressemble très fort à la manière dont Rochard est pensé, avec cette très grosse dichotomie entre les nobles et les pauvres. Donc ça démarre comme ça, et ça démarre qu'on va avoir un personnage qui s'appelle Kelsier, qui veut renverser l'empereur, qui veut faire une révolution concrètement, et installer un nouveau pouvoir en place, un pouvoir qui serait bien plus égalitaire, avec une répartition des richesses, enfin voilà. Donc ça c'est l'histoire de base, vraiment ça ne dit pas grand chose du livre, des livres, et donc on va suivre ce personnage de Kelsier dans sa quête qui va le mener à rencontrer une jeune fille qui s'appelle Vin et qui est une ska, qui a des pouvoirs allomantiques, je crois qu'on dit, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'elle arrivait un petit peu à manipuler les gens par l'esprit, et donc le système de magie va être développé d'ailleurs de manière assez lourde. On sait que Brandon Sanderson adore faire de l'infodump, le tome 1 c'est blindé d'infodump, où on vous explique en gros que certaines personnes, en absorbant certains métals, ont un certain pouvoir. Donc je sais jamais trop à quoi correspond à quoi, mais typiquement je crois que quand certaines personnes en absorbant du potin peuvent devenir beaucoup plus forts physiquement. Il y a différents types de pouvoirs, il y en a qui arrivent à contrôler les émotions, à les exacerber ou au contraire les diminuer, apaiser les gens. Il y a la force physique, enfin il y a quand même pas mal de choses différentes, et quelques très rares élus peuvent utiliser tous les métaux, ce qu'on appelle les fils et les filles des brumes. À ce sujet, je tiens à dire que le titre en anglais, ça n'est pas Fils des brumes mais Mistborn, qui ne veut pas du tout dire Fils des brumes. On suit principalement une fille des brumes dans l'intégralité des tomes, et je ne comprends absolument pas ce choix de traduction qui pour moi s'avère extrêmement sexiste. Donc c'est ça l'histoire de base. Le tome 2 était très chouette. Le tome 1 m'avait... Il y a des moments où je m'étais un peu ennuyée concrètement, c'était un peu long, même si sur la fin, comme toujours avec Brandon Sanderson, il y a une grosse accélération, plein de révélations, plein de plot twists qui avaient relancé mon intérêt, mais je m'étais quand même dans l'ensemble un peu ennuyée, j'avais du mal à y retourner. J'ai associé ça, je pense aussi, quelque chose qui a dû beaucoup jouer, au fait que je n'avais plus de liseuse et que je lisais sur mon téléphone. Je pense que ça n'a pas aidé. Mais soit, ça restait quand même assez long. Le tome 2 était pour moi bien meilleur parce que le rythme était beaucoup plus égal tout du long. Beaucoup moins de très longs passages où il se passe pas grand chose. Il y a un rythme un peu plus soutenu, avec forcément des moments de pause et des moments où ça reprend, mais plus soutenu dans l'ensemble, et les révélations étaient hyper intéressantes. Il se passait plein de choses, j'avais beaucoup aimé. La fin, comme toujours, encore une fois, en explosion. Et voilà, c'était chouette. C'est une saga de fantasy, c'est la première, première saga que Brandon Sanderson a écrit, et il l'a écrit en ayant déjà Rochard en tête, mais en se disant qu'il n'avait pas encore le niveau en tant qu'auteur pour écrire Rochard. Donc il a commencé avec Fils des Brumes, qui est finalement
qui pourrait être presque classée, enfin qui pourrait être je pense classée en young adult. Je ne sais pas pourquoi elle a été classée en adulte, mais on suit quand même plus ou moins une adolescente et il n'y a pas de trucs si violents que ça, mis à part la taille des bouquins qui sont des pavés. Mais enfin, je veux dire, moi quand j'étais ado, je lisais des pavés, donc je vois pas le rapport. Mais soit. En tout cas, peu importe, c'est très chouette, c'est très sympa. C'est sûr que le lire après Rochard, c'est pas le plus intelligent parce que Rochard, c'est quand même l'aboutissement, je pense, de l'art de l'auteur, mais soit, ça reste très sympa et j'aime beaucoup. En décembre, j'ai lu La parabole des talents d'Octavia Butler. J'avais lu le premier volume, donc La parabole du semeur, en janvier 2023. Et en décembre 2023, j'ai enfin terminé cette duologie par défaut. C'était vraiment très très chouette, j'ai adoré, j'ai tellement aimé ce bouquin. La parabole du semeur, en gros, c'est donc le premier volume, c'est un post-apo où l'écologie s'est cassée la gueule, le capitalisme s'est cassé la gueule, c'est la loi du plus fort, et on est dans un univers hyper violent où les gens vivent pour survivre en communauté et où bah voilà, on est vraiment dans typiquement le schéma habituel de post-apo où on a les gens qui n'ont pas de ressources, pas de revenus, pas de famille, pas de maison et qui vivent à la rue, même c'est plus qu'à la rue, mais en tout cas vivent voilà comme ils peuvent et survivent dans des conditions affreuses, vraiment très violentes. Il y a les gens qui sont pauvres mais qui vivent en communauté, qui ont une relative sécurité et qui ont qui ont relativement accès à ce qu'il faut pour vivre à peu près correctement, même si c'est pas du tout idéal. Et tous les riches, évidemment, qui eux se mettent très bien et profitent de tout ça pour vendre l'eau à prix d'or, puisque l'eau est polluée, pour presque vendre de l'air. Enfin, en gros, voilà. Schéma classique. J'avais adoré le premier volume, bien qu'il soit extrêmement violent. Enfin, moi, ça m'avait pas dérangé parce que pour moi, c'était cohérent avec l'univers. Et ça montrait des choses qui existent actuellement de manière exacerbée. Et c'était un choix que j'avais trouvé juste. C'est pas de la violence gratuite. Le tome 2 était génial puisque c'est dans la continuité du tome 1, même si la narration change un tout petit peu de paradigme et qu'on a un élément slash personnage qui s'ajoute à ça et qui apporte un point de vue sur ça. Et la fin était géniale. Je vous préviens d'ores et déjà que le tome 2 est très lent sur les 2 premiers tiers, première moitié, où vraiment on est dans ce quotidien de réinstallation de communauté, d'installation de communauté, où on est vraiment sur des choses, des questions très pratiques en fait, mais hyper intéressantes. L'éducation, la nourriture, comment réussir à survivre, donc quelles ressources on peut échanger pour survivre, enfin c'est quand même très lent. Et il y a une très grosse accélération, et donc le début se passe sur juste pas un an par exemple, et c'est assez long, et la fin qui est plus courte se passe sur X années. Donc c'est vraiment un rythme très particulier qui ne m'a pas dérangé, que j'ai aimé, j'ai tout aimé dans ce livre, j'ai trouvé que c'était génial, c'était intelligent, c'était très dur mais très intelligent et ça parle de choses réelles et qui existent déjà à l'heure actuelle, faut pas se voiler la face. Troisième lecture, très engagée également, que j'ai lue en décembre, c'était Soif de sang de Rivers Solomon que m'a envoyé du coup Les Forges de Vulcain en service de presse, qui est sorti en décembre, très peu de temps après que je l'ai lu, qui est un recueil de nouvelles. Donc les Forges de Vulcain sont allés chercher dans un peu toutes les revues où a pu publier l'auteurice et les ont compilées et les ont traduits et compilés évidemment. Et c'était absolument génialement fait parce que ça ne sont que des nouvelles qui se répondent et qui ont de l'intérêt, qui ont du sens et qui éclairent la lecture de la fiction de Rivers Solomon. C'était très bon, c'était vraiment très bon. Ça va être très dur, très violent. Ça va parler de colère, de vengeance, d'esclavagisme, de sang, de racisme, de psychophobie. Ça va parler de sexisme, de misogynie, de société patriarcale, de transphobie, d'homophobie. Bref, ça va parler de tous ces sujets sociaux. Et Rivers Solomon le fait extrêmement bien. C'est court, à chaque fois c'est très court, c'est très percutant et ça parle de choses très dures, c'est vraiment dur. Ça va parler bien évidemment de ce que aussi peuvent vivre les jeunes filles, voire les petites filles afro-américaines, donc les petites filles noires aux États-Unis, et toutes les violences qu'elles subissent encore plus fort, peut-être très sûrement même, que les petites filles blanches, parce qu'elles sont sexualisées dès leur plus jeune âge, parce qu'on ne les voit pas réellement comme des êtres humains, mais comme des êtres lubriques, et ça revient aussi, ça ramène à plein d'autres lectures que j'ai pu faire dernièrement, notamment Femme, race et classe d'Angela Davis, qui parle de cette sexualisation et cette exotisation des femmes noires, et c'était vraiment très percutant, c'était très dur, c'est très trigger warning, il y a vraiment des trigger warnings assez difficile, donc je préfère vous prévenir. De manière générale, de toute façon, chez Rivers Solomon, il y a des trigger warnings. C'est une auteurice
qui dit les choses telles qu'elle les pense et qui n'hésite pas à montrer les choses telles qu'elles sont. Et ça peut être heurtant, mais je trouve malgré tout que c'est nécessaire de se confronter à ça, surtout lorsqu'on n'est pas concerné, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas une femme ou lorsqu'on n'est pas noir ou lorsqu'on ne fait pas partie d'une minorité quelconque. C'est hyper important de se confronter à la réalité d'autres personnes et d'arrêter de fermer les yeux et de faire semblant de ne pas le voir en fait. Donc c'était vraiment un très très bon recueil qui est exclusif à la France puisque c'est un réel travail de la part de la maison d'édition. Donc je remercie pour ça. J'ai vraiment énormément aimé cet ouvrage. C'était une lecture très forte qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup de choses m'ont marqué dans cet ouvrage et beaucoup de choses auxquelles je repense régulièrement. En décembre, j'ai lu Sirène debout de Nina McLaughlin. Je ne sais toujours pas si je prononce bien son nom de famille et si ça n'est pas le cas, j'en suis désolée. Que m'avait envoyé La Volte en service de presse, que j'avais très envie de lire depuis très longtemps, ça fait un petit bout de temps que je crois que je l'ai eu en octobre, parce que c'est une réécriture de mythologie, donc l'autrice prend le parti de réécrire les mythes des métamorphoses d'Ovide, mais cette fois-ci en ne faisant pas semblant que les femmes ne sont que des protagonistes secondaires, en leur donnant une voix et surtout en parlant de notre réalité de femme à nous, dans notre époque à nous. C'est-à-dire que Nina McLaughlin, avec sa plume qui est extrêmement acérée, qui est extrêmement piquante, qui va droit au but et en même temps qui est très belle à d'autres moments, va dépeindre des situations dans une Grèce antique, mythologique, donc pas vraiment réelle, et va donner la voix aux femmes qu'on n'a jamais laissé parler. Donc les Daphné, les Pandore, les Cassandre, les Briséis, enfin voilà, toutes ces femmes vraiment dont aucun homme ne s'est soucié de donner la parole avant, et elle le fait, et elle arrive à le faire d'une manière extrêmement intelligente, puisqu'elle va écrire ça sous forme de nouvelles, avec tantôt des nouvelles dans l'univers antique, très proche du mythe de base, mais juste en reprenant les ressentis des femmes concernées, et parfois en modernisant et en situant la réécriture dans notre contexte contemporain, et en mettant en place des situations qui sont à la fois des analogies avec la situation de base dans la mythologie, mais qui correspondent à des choses que nous on peut vivre et connaître, le harcèlement de rue par exemple, les agressions, les remarques, enfin voilà, et ça va de la simple remarque jusqu'à l'agression la plus sévère et violente et terrible. Je vous préviens évidemment, mais je pense que vous vous en doutez, c'est blindé trigger warning, la mythologie de base est blindée trigger warning, mais Nina McLaughlin ne va pas édulcorer ça du tout. J'ai trouvé qu'elle avait une capacité à nous permettre de voir ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va être des choses très violentes vont se passer et vont être décrites, mais sans donner cette impression de voyeurisme, vraiment sincèrement, en nous donnant à voir des choses telles qu'elles sont pour qu'on en saisisse l'horreur en fait. Alors je sais qu'en tant que femme, c'est pas forcément des choses qu'on a besoin de voir, de lire, parce que ça peut être des choses que l'on connaît, mais je pense aussi que c'est important que certaines personnes qui ne sont pas confrontées à ça lisent ça et se rendent compte de la violence des ressentis. Je pense aussi que c'est un ouvrage qui peut éventuellement faire catharsis, c'est-à-dire que lire ce que ressentent ces femmes peut aider certaines femmes concernées par ce type de violence à lâcher ça en fait et à à transposer sa peine dans ces personnages-là et à aussi peut-être à se dire qu'on est légitime à avoir ressenti ça, qu'on est légitime à avoir vécu certaines choses comme une agression, qu'on est légitime à être en colère, qu'on est légitime à se sentir mal, qu'on est légitime à se sentir détruite, peu importe l'émotion et le sentiment en fait qu'on a, on est légitime à le ressentir. Et il y a tellement de situations dans ce bouquin où on peut forcément s'identifier à l'une ou l'autre de ces femmes et c'était vraiment hyper bien fait. Franchement, c'était hyper intelligent. C'est très poignant, c'est très dur, mais l'autrice a aussi l'intelligence de nous mettre en avant des situations de femmes victorieuses et je pense typiquement à Daphné qui est transformée en Olivier du coup et qui elle le vit comme une victoire parce que en fait Apollon ne l'attrapera pas, ne l'aura jamais, ne peut plus rien faire de son corps et enfin elle est libre. Et il y a aussi ces situations-là, ces situations de victoire, c'est aussi le cas de
Ridis. À chaque fois, je bug sur son nom. C'est aussi le cas de Ridis, par exemple, mais je vous laisserai découvrir. C'est une nouvelle que j'ai adorée. Bref, c'est hyper dur, c'est hyper violent, mais c'est hyper bien écrit, c'est hyper intelligent, c'est hyper engagé. Et surtout, c'est très important. C'est vraiment très important. Préservez-vous si vous avez peur de souffrir parce que ce sont des choses qui vous triggerent, parce que voilà, vous les avez vécues, ou vous en avez entendu parler dans votre entourage, ou c'est dur pour vous parce que vous vivez dans la peur d'agression, etc., comme beaucoup de femmes. En revanche, si vous avez des personnes dans votre entourage qui ne sont pas concernées ou qui prennent ça à la légère, peut-être leur faire lire pourrait être une bonne chose. Parce que, évidemment, que faire lire des livres engagés à des personnes déjà engagées dans leur tête, ça, c'est bien, c'est important, mais ça a moins de sens que de faire tourner ces ouvrages-là à des personnes qui ne le sont pas. Mais soit. En tout cas, moi, j'ai adoré, vous l'aurez compris, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Et c'est un ouvrage qui fait partie de mes coups de cœur de l'année, concrètement, parce que quelle plume d'une qualité vraiment exceptionnelle. Sixième et dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est L'Odyssée des femmes de Muriel Zack, qui est donc l'autrice des feuilletons de Thésée, d'Artémis, d'Ulysse, et il en manque un, je ne sais plus, d'Hermès, je crois. Donc, autrice très connue des enseignants et enseignantes du primaire, qui adore la mythologie, qui parle beaucoup de mythologie, et ici, elle décide un petit peu, en fait, comme finalement dans Sirène debout, reprendre des mythes sous forme d'essais, pas de nouvelles cette fois, et d'en parler, de donner son point de vue sur ces mythes, de voir comment elle les a vécus en partant du postulat que la mythologie n'est pas l'histoire et donc que chaque réécriture est valable et donc chaque perception est valable. C'est-à-dire que chacun a le droit de percevoir ça comme elle le veut, comme elle le souhaite, parce que ça n'est pas de l'histoire. Donc il n'y a pas... Voilà, c'est une question d'interprétation. Muriel Zack a quand même un point de vue qui est assez engagé, qui ne se voile pas la face par rapport à la misogynie de la mythologie, par rapport au traitement des femmes. Il y avait des choses où j'étais totalement d'accord avec elle, des choses un peu moins sur certains propos, mais ça restait très intéressant et ça restait surtout un essai très accessible. Donc c'est très chouette d'avoir ce genre d'essai qui se lit très bien, qui se lit vite, qui reprend beaucoup de mythes et qui réinterprète et aussi ouvre à la discussion, parce que je trouve que l'autrice a une posture où elle l'ouvre à la discussion. Elle va aussi parler d'autres femmes qui ont réécrit de la mythologie, du point de vue de ces femmes un petit peu, et confrontée au sien. Parfois elle est d'accord, parfois elle ne l'est pas. Après c'est à chaque lectrice de se faire son point de vue, mais c'était vraiment hyper intéressant. Et encore une fois, même si je n'étais pas d'accord avec tout ce qui était dit dans cet ouvrage, j'ai trouvé que ça avait un réel intérêt à la lecture, et qu'en plus, encore une fois, c'est très accessible, et c'est une chose que je voudrais mettre en avant, faire de la mythologie accessible et surtout des essais des essais féministes sur la mythologie, tout en les rendant accessibles, c'est important. C'est important de faire des essais pour les gens qui ne sont pas sociologues, qui n'ont pas le vocabulaire, qui ne sont pas des spécialistes de littérature antique, qui ne sont pas des hellénistes ou des latinistes, et d'ouvrir ça au grand public, c'est important. Et je trouve que Muriel Zack le faisait très bien avec les feuilletons, mais le fait très bien ici dans cet essai. Donc c'est une très chouette lecture que j'ai beaucoup aimée, encore une fois avec ses qualités et ses défauts, mais je vous invite à le découvrir. C'était d'ailleurs un service de presse que m'avait envoyé l'Iconoclaste, donc je les remercie parce que ça a été une très chouette lecture et j'étais très contente de découvrir la plume de l'autrice sous un format finalement de non-fiction. C'était trop chouette. Voilà, c'est tout pour les 6 lectures d'aujourd'hui. J'ai été assez rapide, c'est un format que j'aime beaucoup comme ça. Je pense qu'il faut que ça reste rapide pour que ça reste digeste. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour quelques autres lectures. Je n'ai pas découpé le reste des livres, mais je vais voir, je vais essayer de faire ça en 2 vidéos, comme ça on va essayer de rattraper un petit peu le retard parce qu'on est mi-janvier maintenant. Soit, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à m'en faire un retour, n'hésitez pas encore une fois à me faire des recommandations, j'ai eu de très chouettes recommandations sous certaines vidéos où je parlais de mythologie et de réécriture mythologique, notamment féministe, donc allez-y, si vous avez des réécritures féministes, je prends, je suis intéressée. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!